Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. C'est un phénomène dont le Parisien parle régulièrement depuis 2023 et qu'on a déjà évoqué dans Code Source, l'apparition de tueurs à gages très jeunes, des adolescents, parfois de 14 ou 15 ans, recrutés par des gros trafiquants pour semer la terreur chez les gangs rivaux. Ces tueurs à gages font parfois des victimes collatérales, comme Sokaina, une étudiante en droit de 24 ans, tuée par balle un soir de septembre 2023 chez elle à Marseille, dans sa chambre, alors qu'elle révisait pour devenir avocate. Ou beaucoup plus récemment, le 4 octobre 2024, Nessim Ramdan, un chauffeur VTC de 37 ans, père de famille, décrit comme un travailleur acharné. Le suspect, qui a reconnu avoir tiré, d'après le procureur, est âgé de 14 ans. 3 journalistes du Parisien du service police-justice viennent de signer un livre-enquête sur ce sujet. Tueurs à gages enquête sur le nouveau phénomène des shooters. Jean-Michel Descugis, Vincent Gautrono et Jérémy Famelet, ils sont tous les 3 dans Code Source aujourd'hui. Attention, dans ce podcast, certaines descriptions peuvent heurter votre sensibilité. Jean-Michel Descugis, comment est venue l'idée de ce livre ? En fait, on travaillait sur les règlements de compte à Marseille au printemps 2023 et on s'est rendu compte assez vite qu'il y avait un changement de nature de ces règlements de compte, qu'en fait, ce n'étaient plus des caïds qui s'entretuaient entre eux, mais des petits jeunes, des petites mains du trafic qui allaient au front et qui tiraient en gros dans le tas, sans connaître forcément leurs victimes, et qui étaient commandités sur les réseaux sociaux par des recruteurs qui étaient en général en prison. Alors, il y a beaucoup d'informations dans ce livre de plus de 300 pages, informations sur plusieurs affaires criminelles. Évidemment, on ne va pas tout dire aujourd'hui, mais ce qui frappe, c'est l'ultra-violence de certains crimes, l'amateurisme général de ces très jeunes tueurs, leur absence de remords ou même de conscience de ce qu'ils font. Il y a par exemple Matteo qui a 18 ans quand il fait en quelques semaines 6 morts d'après les enquêteurs. On avait déjà parlé de lui dans Code Source. Jérémy Famelet, Matteo semble prendre plaisir à filmer ses armes et à se filmer pendant ses crimes. Oui, il y a une vidéo virale qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, prise par Matteo avant même l'exécution d'un de ses contrats, où il se filme dans une voiture avec une Kalachnikov sur le siège passager avant. Une vidéo dans laquelle il se vante d'enchaîner les contrats, il dit qu'il prend plaisir à cela et qu'il est fait pour ça. Sur l'avion, on va dire, je me suis en train d'enregistrer un contrat, je suis en train de rigoler, la vie de ma mère. Matteo a été arrêté en avril 2023, il est actuellement en détention provisoire et dans le cadre d'une enquête, il a été écouté en prison le 19 septembre 2023. On l'entend parler avec son petit frère Enzo, qui sera plus tard inquiété par la justice. Matteo fait des calculs complètement irréalistes sur le nombre d'années qu'il va passer en détention. Matteo explique à son petit frère qu'il est persuadé qu'il sortira au plus tard à 35 ans parce qu'il fait un espèce de calcul sur le jeu des remises de peine assez bancal. Il pense que déjà qu'il va bénéficier de l'excuse de minorité alors qu'il avait 18 ans tout juste lors de ses passages à l'acte, donc il risque en réalité la prison criminelle à perpétuité. Et en calculant avec des espèces de permissions de sortie, il rêve de sortir à 25 ans pour pouvoir se venger de ses amis, de son clan qu'il a lâché et de tous ses ennemis. Vous racontez précisément l'un des assassinats dont Matteo est soupçonné, celui d'un jeune de 23 ans prénommé Ryan. C'était le dimanche 12 mars 2023 à Aix-en-Provence, près de Marseille. Matteo et un certain Ahmed passent prendre Ryan qui monte dans leur Clio, ils avaient rendez-vous. Ryan est en confiance a priori, mais il vient de tomber dans un piège. Ryan, c'est un jeune charbonneur, comme on dit, c'est un vendeur de stupéfiants à Marseille et il reçoit ce soir-là un coup de fil de l'un de ses contacts qui n'a pas été identifié à ce stade par l'enquête, mais c'est quelqu'un de confiance qui lui dit « Quelqu'un va venir te chercher à ton domicile chez ta mère à Aix-en-Provence, il va t'emmener à Marseille, tu dois récupérer quelque chose là-bas. » En fait, c'est un piège. Dans la voiture, il y a ce Matteo qui est en train de préparer son assassinat. Il a un Colt 45, une espèce d'arme ancienne de la Seconde Guerre mondiale. Il a reculé son siège au maximum pour contraindre Ryan à s'asseoir derrière le conducteur. Comme ça le met en diagonale et dans une ligne de mire de sa victime. Matteo, son idée, c'est de tuer Ryan sur l'autoroute puisqu'il y a le bruit de la circulation. Et donc, ils arrivent en pleine nuit à Aix-en-Provence. Ils récupèrent Ryan et les 3 hommes s'engagent sur l'autoroute en direction de Marseille. Très vite, une discussion s'engage. Matteo essaie de le mettre en confiance. Ils discutent, ils fument du cannabis.
Et au moment de pénétrer sur l'autoroute, Matteo décide d'assassiner Ryan. Il sort son pistolet qu'il avait caché près de sa cuisse et il tente de tirer à plusieurs reprises sur Ryan, mais son pistolet s'enraye. Et là, il y a une scène, comportement aussi bien de Matteo que de la victime est assez troublant, puisque Matteo raconte qu'il tente à plusieurs reprises de tirer, mais il n'y parvient pas. Ryan, lui, par réflexe, prend son téléphone plutôt qu'essayer de désarmer Matteo. Il appelle quelqu'un en disant « On essaie de me fumer, qu'est-ce qui se passe ?» Matteo lui arrache le téléphone des mains, puis une sorte de petite bagarre s'engage dans la voiture. Ryan reprend son téléphone et là, Matteo parvient à lui tirer une balle à travers son téléphone, ce qui lui explose la tête. Très souvent, ces criminels laissent beaucoup de preuves derrière eux parce que les voitures qu'ils ont utilisées ne sont brûlées qu'en partie. Ils n'arrivent pas à effacer les preuves. Oui, parce que le principe justement de ces jeunes tueurs à gages, c'est d'être assez brutal et imprudent. Et effectivement, dans beaucoup de scènes de crime, et Matteo c'est le cas, ils laissent énormément de traces, de l'ADN, mais aussi beaucoup de téléphonie. C'est-à-dire que leur téléphone borne sur les lieux des crimes. Et surtout, ils filment leurs actions. Donc très rapidement, les enquêteurs parviennent à remonter jusqu'à eux. Jean-Michel Descugis, quelque part, les commanditaires, ils s'en fichent de ça, qu'on retrouve rapidement les auteurs. Oui, parce que entre eux et les victimes, il n'y a quasi aucun lien. Tout passe par des téléphones cryptés et ils recrutent des jeunes tueurs qu'ils ne connaissent pas et qui ne les connaissent pas, dont ils connaissent à peine les surnoms. Dans un autre chapitre du livre, vous racontez un règlement de compte à Châteauneuf-les-Martigues, au nord de Marseille. C'était fin décembre 2020, il y a 3 morts. Vincent Gautrono, l'une des victimes, a été découpée en morceaux. C'est un crime qui a eu lieu juste avant Noël. 2 hommes qui étaient connus pour être des trafiquants en phase d'ascension, qui prenaient du poids à Marseille, sont appâtés dans un guet-apens. Ils sont tous les 3 abattus. 2 d'entre eux sont abandonnés dans une voiture qui est incendiée sur l'autoroute. Le 3e, dans une scène assez glaçante, va être conduit dans un entrepôt, puis découpé à la feuille de boucher, avant que son corps soit lui aussi déposé dans une voiture et incendié. Ce que dit ce crime, c'est, au-delà de la barbarie des faits, c'est la volonté d'impressionner, de faire peur aux rivaux et de dire que quiconque s'en prendrait à ces personnes risquerait un sort terrible. C'est quelque chose que l'on a pu voir, cette barbarie et cette volonté d'attenter à l'intégrité des corps des victimes, c'est quelque chose qu'on a pu voir notamment au Mexique ou en Amérique du Sud, qui ont régulièrement mis en place les cartels de ces pays. Vous donnez aussi de nombreux détails sur la vie des petites mains du trafic de drogue, des adolescents qui sont pour certains transformés en esclaves et qui se retrouvent martyrisés au sens propre. Il y a par exemple Ahmed, 15 ans, originaire d'Aix-en-Provence. Il va à Marseille pour participer au deal de drogue et il se retrouve sous la coupe d'un dealer surnommé Maréco. Que subit Ahmed ? Ce jeune garçon va être régulièrement brûlé par des cigarettes. Un jour, on va le jeter dans le feu, un feu qui avait été fait dans le quartier. On lui menace de lui mettre la tête dedans. Il prend régulièrement des coups de couteau dans toutes les parties du corps. Quand il sera retrouvé par les autorités, il semble être totalement anémié et dans un état vraiment inquiétant. Et il a été victime d'un viol de la part d'un lieutenant de ce dealer Maréco. Oui, effectivement, pour pousser toujours l'horreur plus loin dans leur maîtrise de ses petites mains, ce jeune guetteur raconte un jour avoir été contraint de faire une fellation à un des lieutenants de Maréco, qu'il a un jour menacé avec un couteau et qui lui a dit « Tu serais prêt à quoi ? À aller jusqu'où pour sauver ta vie ?» Il l'a ensuite violé, tout en filmant la scène et menaçant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Une femme de 66 ans est complice du dealer Maréco, une femme prénommée Nacera et surnommée la sorcière. Elle loge les guetteurs dans son appartement dans la cité de la Busserine, dans des conditions déplorables. Les jeunes dealers ont effectivement raconté avoir été maltraités par cette femme âgée d'une 60aine d'années, avoir été obligés de partager un bol d'eau comme seul moyen de subsister pendant toute la journée, avoir été contraints de dormir par terre ou de se partager un cookie au petit déjeuner. Et surtout, au-delà de ces mauvais traitements, cette femme est suspectée d'avoir plusieurs fois dénoncé les dealers, les guetteurs qui voudraient quitter le réseau de Maréco. Il y a aussi des jeunes filles qui sont complices des tueurs à gages. Vous évoquez par exemple une certaine Célia, 18 ans, qui a donné le feu vert aux tueurs. C'était le 3 mai 2023 en Espagne, à Salou, en Catalogne. Effectivement, c'est quelque chose qu'on voit apparaître dans de plus en plus de dossiers, la présence des femmes. Dans le cas que vous évoquez, c'est effectivement une jeune femme
qui sert d'escorte, de prostituée, et qui accompagne des hommes en Espagne. Elle est en fait en lien avec des tueurs qui attendent ces deux hommes. Et sur des images de vidéosurveillance saisies par les policiers espagnols, on la voit un moment sortir de la voiture qu'elle partage avec les deux trafiquants, passer un coup de fil. Elle n'a pas l'air très sereine sur les images. Et quelques instants après son appel, on voit surgir des hommes armés de Kalachnikov qui viennent exécuter leurs deux cibles. Jean-Michel Descugis. Oui, c'est un double meurtre très marquant, puisque c'est un tournant dans la guerre que se livrent les deux cartels, DZ Mafia et Yoda, qui est le clan rival à Marseille. Et donc, ils vont faire appel à des femmes. 8 femmes seront présentes sur ce double meurtre. Donc, 5 seront mis en examen, notamment Alicia, 24 ans, qui va prendre au sein de la DZ Mafia une place très importante. Elle est logisticienne, mais aussi va se retrouver à la tête d'un réseau de tueurs à gages. Et c'est vraiment, on voit que les femmes dans la criminalité organisée n'ont plus des rôles subalternes, mais sont partie prenante des crimes. À la fin de votre livre, vous prenez le temps de parler des victimes collatérales de ces tueurs à gages, des hommes, des femmes ou des enfants, soit victimes de balles perdues, soit tués par erreur, soit tués parce que les assassins ont volontairement rafalé à la Kalachnikov, une façade d'immeuble par exemple, pour faire peur. Jean-Michel Descugis, vous évoquez la mémoire d'un enfant de 10 ans, Fayed. D'abord, qui était Fayed ? C'est un petit garçon adorable qui a grandi dans cette cité de Pissevin, à Nîmes, une cité très défavorisée, qui est devenue une plaque tournante du trafic de drogue. Il vit dans une tour, la tour Wagner, au 19e étage. Ses parents sont originaires de Mayotte. Il a un petit frère et ses parents travaillent. Le père est ouvrier agricole et sa mère est femme au foyer. Fayed était à l'arrière de la voiture de son oncle un soir d'été, le lundi 21 août 2023, en bas de chez lui, à Nîmes, quand des tueurs ont visé sa voiture, une Renault Mégane. Oui, il revenait d'une balade avec son oncle militaire qui était en permission. Ils avaient mangé au fast-food et ils revenaient se garer dans la cité quand ils ont croisé la voiture des tueurs. C'est un commando de 8 hommes vêtus de noir, armés lourdement et qui se baladent comme ça dans le quartier, le long des tours Wagner, et qui vont croiser la voiture de l'oncle de Fayed qui est là au mauvais moment, au mauvais endroit. Et quand l'oncle a vu qu'il y avait un danger, il a reculé et ça a attiré l'attention des tireurs qui vont mitrailler, rafaler la voiture dans laquelle se trouve Fayed. Il est frappé par une balle de Kalachnikov qui va traverser son corps et il va mourir sur le trajet. À l'arrivée à l'hôpital, il est déjà mort. Pourquoi ces tueurs étaient là sous commando donc, d'une dizaine d'hommes ? Pourquoi ils étaient là ? Mais ils étaient là parce que c'est la guerre entre deux quartiers, le quartier de Pissevin, la ZUP Sud, et le quartier de la ZUP Nord, Val-de-Bourg, qui donc est séparé juste par un boulevard. Et ces deux quartiers se livrent une guerre sanglante pour l'appropriation de territoire. Et l'un de ces quartiers, Val-de-Bourg, va faire appel à des Marseillais, à la DZ Mafia, pour prendre le dessus sur son clan rival. On sait qui sont les commanditaires de cette expédition sanglante qui a donc coûté la vie à cet enfant de 10 ans, Fayed ? Les commanditaires, c'est les trafiquants de Val-de-Bourg qui ont fait appel en renfort à la DZ Mafia qui est dans un pouvoir hégémonique et qui veut prendre des parts dans les trafics dans la région, Nîmes, Avignon, Valence. Et là, en prêtant main forte à l'un des clans, eh bien, va prendre des parts dans le trafic de drogue local. Jean-Michel Descugis, vous revenez aussi en détail sur la mort de Sokaina en septembre 2023 à Marseille, à la cité Saint-Is, cette étudiante en droit âgée de 24 ans. Parlez-nous d'elle, qui était-elle et qu'est-ce qu'elle voulait faire dans la vie ? C'est une jeune femme qui est resplendissante, intelligente. Elle rêve d'être avocate. Elle est en 2e année de droit. Elle travaille beaucoup. Sa mère dit toujours dans les livres, toujours dans les études. Et ce soir-là, elle est à sa table de travail en train de réviser des cours. Et ce soir-là, le dimanche 10 septembre 2023, un adolescent armé tire sur son immeuble. Il va viser la pharmacie de la cité, c'est là où se retrouvent les jeunes, pas forcément pour dealer, mais pour se rencontrer le soir. Il va tirer en rafale là, et puis il va rafaler la façade d'un immeuble, cet immeuble dans lequel vit au 3e étage Sokaina.
Vous avez pu recueillir le témoignage de la mère de Sokaina, c'est la petite sœur de Sokaina, Sabrina, qui la rattache encore à la vie. Oui, parce que pour Layla, qu'on a rencontrée, Sokaina, c'était tout. C'était sa confidente, sa fille chérie, celle pour qui elle avait tout donné. S'il n'y avait pas sa petite sœur, la petite sœur de Sokaina, elle dit qu'elle voudrait mourir. Dans votre livre, Tueur à gages, vous expliquez que selon l'enquête, aujourd'hui, c'est un ado de 15 ans qui a tué Sokaina. Le tireur présumé avait près de 16 ans au moment des faits. 2 jours plus tard, il avait 16 ans. Ça a beaucoup d'importance parce que à 15 ans, on n'est pas sous le même coup de la loi qu'à 16 ans. Mais c'est un gamin qui est dans la toute-puissance. En fait, ses parents sont des trafiquants. Il était dans le trafic, il avait été déjà arrêté comme petite main du trafic local, connu des services de police pour des refus d'obtempérer multiples. Il était devenu un des leaders de son petit réseau et il commandait ses propres oncles qui étaient plus âgés que lui. La justice marseillaise a inventé un néologisme pour parler de tous ces meurtres, les narcomicides, donc les meurtres liés au trafic de drogue. Ces narcomicides ont fait 49 morts à Marseille en 2023 et 17 depuis le début de l'année 2024. Jérémy Famelet, ces affaires dont vous parlez dans votre livre, est-ce qu'elles ont été résolues ? Alors, ces affaires sont résolues dans le sens où la plupart des jeunes tueurs à gages sont très vite arrêtés, car comme on l'a dit, ils laissent beaucoup de traces derrière eux, ils sont très imprudents et très inexpérimentés. En revanche, ceux qui les activent, ceux qui sont derrière ces tueurs à gages, c'est beaucoup plus compliqué de les identifier et même de percer le mobile de ces crimes, puisque ce sont des organisations criminelles très structurées, avec des commanditaires qui sont soit en prison, soit à l'étranger. Par exemple, le chef de la DZ Mafia est réfugié en Algérie, mais on sait que ces affaires en France sont traitées par des détenus à Marseille. Donc la chaîne de commandement et la chaîne de responsabilité derrière ces jeunes tueurs à gages est plus difficile à retracer. Votre livre, Tueur à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters, sort le 9 octobre. Et le week-end précédent, la ville de Marseille a une nouvelle fois été endeuillée à cause de ces jeunes tueurs à gages. Une nouvelle fois, un homme qui n'a rien à voir avec la criminalité a été tué. Un chauffeur VTC âgé de 34 ans, Nessim Ramdan, a été tué par un gamin de 14 ans à peine le vendredi 4 octobre. D'après l'enquête, que s'est-il passé ? L'enquête a permis de découvrir qu'il avait été recruté sur les réseaux sociaux et envoyé dans le 3e arrondissement de Marseille pour assassiner un homme par un détenu qui est incarcéré à la prison d'Aix. Et en braquant un chauffeur de VTC qui devait l'emmener sur les lieux du crime, il a, semble-t-il, eu un incident et il a assassiné ce chauffeur de VTC, soit par erreur, soit à la suite d'une dispute. En tout cas, il n'a pas pu mener à bien sa mission. Merci Jean-Michel Descugis, Vincent Gautrono, Jérémy Famelet. Je redonne la référence de votre livre publié chez Flammarion, Tueur à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters. Ce podcast a été produit par Clémentine Spiller, Clara Garnier-Amouroux et Thibault Lambert, réalisé par Pierre Chaffanjon. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Et puis le Parisien vous propose un second podcast consacré aux grandes affaires criminelles, Crime Story, un nouvel épisode chaque samedi.